Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une nouvelle note d'écriture et je tenais à vous parler de Eschaton, mon premier roman publié chez Les Moutons Électriques il y a déjà 6 ans maintenant, qui est une sorte de space opéra Lovecraftien. C'est encore un projet un petit peu hybride et je voulais rentrer un petit peu dans les détails de la création compliquée de ce bouquin-là. Alors, je parlais de création compliquée, et en fait, Eschaton, au départ, ça aurait dû être une série de bandes dessinées, et je visais les humanoïdes associés pour qui je travaillais à l'époque, donc c'est aux alentours de 2010-2011. Il y avait eu plusieurs projets qui s'étaient faits chez eux, notamment Crusades, coécrit avec Izu, Tengudo, une série de samouraï fantasy, et les Squads des Ombres, qui avait été un semi-échec. Enfin, on n'était pas allé au-delà du tome 1, alors que c'était une série qui aurait pu continuer un certain temps. Et j'ai proposé un certain nombre de nouveaux projets aux Humano, qui ont tous été refusés pour diverses raisons. C'était un éditeur qui n'allait pas très bien à l'époque, de toute façon, c'était un petit peu compliqué. Et parmi eux, il y avait l'idée d'une grande saga de science-fiction, très épique, basé sur des soldats, sur une espèce de guerre sainte dans l'espace, avec des créatures Lovecraftiennes et des soldats qui lâchaient leur identité pour intégrer un corps contrôlé à distance. Donc il y avait une forme, c'était du space opéra, mais avec des formes de magie. Et j'ai gardé ce projet-là sous le coude. Et c'est quelques années après, alors que je travaillais pour Les Moutons Électriques, où je leur écrivais des essais, j'étais en train de finir Cosmonaute, je crois. Et il y a eu une discussion avec André, le patron, qui me demandait quels étaient mes projets en cours. Et je lui parle de ce projet de bande dessinée-là, que j'étais en train de continuer à développer, malgré le refus d'un premier éditeur. Je développais ce projet-là. Et ça a attiré son attention. Il m'a dit, mais ça pourrait valoir le coup de le tenter en roman. Donc du coup, j'ai écrit 2 chapitres que j'ai envoyés, et à partir de là, c'était parti. Alors, pour la petite histoire, ça aurait dû s'appeler Eschaton Diakonoi. J'avais un petit snobisme du titre grec. Dans sa grande sagesse, l'éditeur a préféré raccourcir Eschaton tout court, ce qui faisait passer le message et était plus simple. Travailler en romance qui avait d'abord été conçu comme des bandes dessinées, ça demande de réinventer tout, en fait. Beaucoup de choses qui fonctionnent de façon extrêmement visuelle demandent à être repensées de manière à passer par des descriptions plus que par des dessins. Ça m'a donné aussi, ça a changé aussi ma façon d'écrire, parce qu'en bande dessinée, on est très comportementaliste. C'est-à-dire que ce sont les actes des personnages qui donnent accès à leur intériorité, à moins d'avoir recours à des voix off. Et même si j'ai fait pas mal de choses avec des voix off, c'est quand même un outil qui demande à être manié avec précaution, qui est vite envahissant. Et donc, pour une série d'actions, c'était quelque chose dont je me passais. Là, comme je créais tout un univers extrêmement pesant, extrêmement paranoïaque, la forme roman me permettait d'accéder beaucoup plus à l'intériorité des personnages, à leurs troubles, et j'ai pu travailler beaucoup plus là-dessus, donc ça a modifié complètement la tonalité du roman. On est pile dans ce genre de choses à la McLuhan, dans lequel le média influe sur le message. Là, on est clairement, la bascule d'une forme BD à une forme roman a largement influé sur la forme que ça a prise à la finale. Une des choses sur lesquelles ça a énormément influé, c'est le personnage de Vangan, qui est le protagoniste, surtout au départ. Et c'est au départ un guerrier fanatique. Et dans ma vision initiale, il changeait de camp en cours de route. Et en grattant le personnage, en le décortiquant, en accédant à ses pensées les plus intimes, je suis arrivé à un point que parfois des auteurs connaissent, où le personnage résiste aux changements qu'on essaye, ou aux actes qu'on essaye de lui faire faire. Et en cours de route, je me suis aperçu que je ne pourrais pas le faire changer de bord comme ça.
contrairement à un certain nombre de ses compagnons de route. Et du coup, ça a changé complètement la forme du roman, à un point où l'intrigue devait devenir assez linéaire et s'est séparée en deux. C'est-à-dire que je continuais à suivre certains des personnages d'un côté, et puis je suivais Wangen de l'autre. Et il a fallu que je lui réinvente tout un arc narratif, et ça a impliqué du coup que je crée un personnage, Lot, l'homme à la robe jaune, qui est peut-être à mon sens, un des meilleurs personnages du roman, parce qu'il s'est développé de lui-même à partir du moment où j'en ai eu besoin et où je l'ai introduit dans l'histoire. Comme je ne savais pas trop où j'allais avec, il devait être le mentor de Wangen pendant une partie du récit, en remplacement d'un autre personnage de mentor qui était avec les autres personnages et qui devait les amener vers une conception plus scientiste de l'univers. Lot s'est développé de lui-même en fonction au départ de ce que j'avais besoin dans le récit, ce qui n'est pas toujours bon, ça aurait pu en faire un personnage purement fonctionnel, et en fait je suis rentré aussi dans ses propres doutes, et dans une société extrêmement paranoïaque, d'inquisition, etc., un personnage qui doute est toujours intéressant. Donc ça fait partie des gros changements qui a amené le passage de la bande dessinée au roman. Par ailleurs, la fin, par exemple, était déjà écrite dans la BD. Alors, pour anecdote, elle avait été trouvée sur un coin de table dans une salle de billard à 4 h du matin avec le dessinateur avec lequel j'étais censé travailler au départ. Et la fin n'a pas changé du tout, par exemple. Les tours et détours de l'histoire de Wangen n'influaient pas sur la résolution du récit, qui était de toute façon d'une amplitude absolument cosmique. Donc c'était un peu le genre de choses que je cherchais à faire. Plusieurs critiques ont repéré des références plus ou moins discrètes aux comics cosmiques, les Doctor Strange de Steve Ditko ou les Warlock de Starlin, et on était en plein dedans sur certains passages du récit. Alors je disais tout à l'heure, c'est mon premier roman publié, mais c'est pas mon premier roman à proprement parler. Depuis le milieu des années 90, j'écris des nouvelles, dont à peu près la moitié ou le tiers ont été publiées. Et à la toute fin des années 90, j'ai écrit 2 romans policiers que j'ai proposés à l'époque aux éditions La Baleine. Je suivais beaucoup leur production à l'époque, c'est les créateurs du Poulpe notamment, et que j'avais envoyé aussi à la Série Noire à Gallimard, et ces 2 romans avaient été refusés pour de tout à fait bonnes raisons. Mon style n'était pas dégrossi, enfin, il y avait des facilités de construction, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas, et j'avais vers 2000-2001, j'ai remisé ça dans un placard. J'avais commencé un roman de SF aussi, dont j'ai écrit 2 chapitres, à peu près vers 2001-2002, et que j'ai mis de côté. Et c'est l'époque où je commence à publier de façon plus ou moins régulière de la bande dessinée, et je me suis concentré là-dessus. Fin des années 2000, donc je publie régulièrement aux Humano, j'ai des contacts avec Glénat, mais il y a cette proposition des moutons électriques de travailler sur du roman. Et à partir de là, je recycle 2 idées que j'avais pour la bande dessinée, et qui ont donné du coup Eschaton et l'île de Peter. Je reviendrai peut-être sur l'île de Peter dans une prochaine note d'écriture. Mais travailler sur Eschaton 12 ans, 13 ans après avoir lâché complètement l'écriture romanesque, entre-temps j'ai évolué. Et surtout, là j'écris de la très grosse ESF avec une teinture de fantaisie, et ça s'écrit tout à fait différemment du polar. Résultat des courses, je me suis retrouvé quand même à devoir réinventer la roue, même si j'avais une structure de récit qui, pour l'essentiel, hormis ce qui arrivait à Wangen, une structure de récit qui ne bougeait pas beaucoup. Il a fallu que je repense la façon de mettre en place mon univers, de le présenter au lecteur, d'en montrer les problématiques. Et ça, oui, c'est ça, ça m'a donné l'impression d'avoir réinventé la roue quasiment à chaque chapitre. Et du coup, il y a forcément des scories ici et là. Enfin,
On m'a reproché par exemple l'accélération finale du récit, qui est tout à fait délibérée, mais sur laquelle j'ai peut-être un peu forcé le trait par exemple. Et puis j'arrivais, il y avait un moment de fatigue, aussi d'épuisement, après m'être débattu pendant pas mal de pages avec mon univers et mon récit. Et donc il y a ce moment où l'intrigue se dénoue assez brutalement. Alors je le voulais, il y avait des raisons à ça. En fait, les fils, tous les fils épars se raccrochent les uns après les autres, et puis petit à petit, un certain nombre de personnages disparaissent. Mais ça va, effectivement, j'aurais pu m'étendre un peu plus sur certaines parties. Mais la structure que j'avais mis en place devenait aussi un petit peu contraignante. Donc ça, c'est des choses qui m'ont appris pas mal. Ça m'a appris pas mal de choses qui ont eu de l'intérêt pour la suite. Et c'est des scories qui disparaissent, je crois, dès le deuxième avec l'île de Peter. Du coup, je vais vous en lire un petit extrait. La plaine était percée d'un puits gigantesque, circulaire, d'une largeur qui aurait permis de faire passer une nef ou deux. Il s'enfonçait à perte de vue dans le sol. Wang Yan s'approcha du bord et n'arriva pas même à se pencher. Il frissonnait à l'idée de l'immensité de ce gouffre et se demandait si un soleil au zénith permettrait même d'en éclairer les tréfonds. « Quel est cet endroit, maître ?» Il remarqua alors que le vieux Lot se gardait bien d'approcher le bord à moins de 20 pas. « La nature des roches d'ici et celle du sol te semble-t-elle familière ?» Wang Yan haussa les épaules, en reculant légèrement. « Je n'ai jamais vu de poussière se comportant ainsi, ni de cailloux portant ces stries colorées. Mais on dirait qu'il y a eu de l'eau, et qu'elle est partie d'un seul coup. Le sol est craquelé, comme s'il y avait une chaleur intense. Ce monde est à peu près impropre à la vie humaine, comme beaucoup de mondes que l'homme se refuse dès lors à visiter, me diras-tu avec raison. Mais dans le cas de celui-ci, c'est pour des raisons différentes. » Au prix d'un léger effort, le vieil homme se baissa et ramassa un caillou. Il le frotta sur sa manche en fredonnant, et les stries colorées se firent plus vives. « Cela te rappelle-t-il quelque chose ?» Wang Yan s'approcha, prit le caillou et se concentra sur les lignes qui n'étaient pas tout à fait droites. « J'ai vu ces couleurs étranges, dans le mental, lors de mes vols dans la barge prise à la puissance. » Lot eut un sourire. « Précisément. Ferme les yeux. » Wang Yan s'exécuta. Même les paupières closes, il sentait l'objet s'imposer à sa vue et à son esprit en émettant une lueur diffuse qui lui touchait l'âme bien plus que les pupilles. Il rendit la pierre au vieil homme qui la jeta dans le puits d'un geste nonchalant. « Et à ton avis, jeune Wangen, ce monde est-il une porte du mental ou bien au contraire un fragment du mental qui lui aurait été arraché? Il pourrait être plein de choses de ce genre, maître, et encore d'autres. » Derrière Wangen, l'un des licteurs pouffa. Lot lui fit signe d'approcher. « Je déduis de ton rire que tu es déjà venu ici, je me trompe, hein? »« Non, maître, vous ne vous trompez pas, répondit le licteur, un vétéran portant à l'oreille une boucle d'orichal qui représentant une flamme. Wang Yan en avait déjà vu de semblables sur quelques licteurs sans jamais oser en demander la signification. « Certaines unités de licteurs viennent ici dans le cadre d'un rituel d'initiation, reprit le vieil inquisiteur. Il est désuet, un peu oublié, mais encore pratiqué par quelques capitaines qui voient un moyen imparable de savoir s'ils peuvent se fier à leurs hommes. Regarde comme ton camarade a songé à se munir d'une corde, tout comme son chef d'ailleurs. » Wang Yan jeta un coup d'œil à Horaim et nota qu'il portait accroché à la ceinture un rouleau de fine corde de crin de marlotien. Le licteur à la boucle d'oreille, un nommé Garl, planta profondément sa bouche dans le sol, à 2 pas du bord, et y accrocha sa corde à l'aide d'un nœud savant. Puis il jeta le reste du rouleau dans le gouffre. « Vous n'êtes pas sérieux, maître? Nous n'allons pas descendre là-dedans ?»« Et pourtant si, Wangen. Enfin, pas moi. Mes bras me trahiraient, et peut-être le reste aussi, va savoir. » Horaim tendit un mousqueton à Wangen, lui indiquant où l'accrocher à sa propre ceinture. « Il y a un nœud et une pièce d'orichalque au bout de la corde, Wangen, ajouta-t-il. Si jamais tu dévales trop vite, ils pourront te retenir. Tu sais descendre en rappel ?» Wangen fit oui de la tête, mais l'idée ne l'enchantait guère. « Suis-je vraiment obligé ?»« Non, ce n'est pas un ordre que nous te donnons. Certains de tes camarades ici ont peut-être eu l'occasion de le faire, mais ont refusé eux aussi. » Jonard se manifesta en levant la main. Wangen lui en sut gré. « Et quel est le sens de cet exercice, cette épreuve? Tu le sauras en bas. » Wangen tenta de projeter son esprit dans celui du vieil inquisiteur, mais c'était peine perdue. S'il avait montré quelques aptitudes nouvelles dans les arts du mental, elle n'allait pas jusqu'à lui permettre de sonder un maître expérimenté. Mais il ne voyait nulle duplicité dans son attitude. Sur une impulsion, il s'empara de la corde, se la passa autour du corps,
y accrocha le mousqueton et s'approcha enfin du bord auquel il tourna le dos. Pas à pas, il descendit, marchant à reculons sur la paroi, tenant ferme la fine corde. Il avait beau savoir que, convenablement tressé, le crin de Marloquin valait une corde de chanvre 3 fois plus épaisse, il n'en demeurait pas moins inquiet. Voilà, merci à tous et bonne soirée.